L'homme à la barbe sombre a fait venir les esclaves femmes. Elles sont entrées dans le bain et m'ont lavé le corps tout entier. Elles ont également déshabillé Solmundur pour le laver. Il s'est assis et a commencé à jouer avec l'eau. Puis, nous avons été amenés devant l'homme à la barbe sombre. Un homme distingué était assis à ses côtés. J'étais morte de honte. Il m'a palpé le cou et la gorge, a tâté mon dos avec 2 doigts. Il m'a pincé les bras avec rudesse pour vérifier l'état de mes muscles. Puis il a vérifié mes cuisses et mes mollets. Il a examiné mes seins, mon ventre et mon sexe en me pinçant avec 2 doigts. J'ai tressailli et sans crier gare, Solmundur a mordu la main de l'homme. Ce dernier s'est mis en colère et l'a frappé tellement fort que son nez s'est mis à couler. L'homme a soulevé mon petit garçon et a retroussé son prépuce en le montrant à l'autre homme. Cela les amusait. Gudridur entre au service d'un bey. Elle va donc vivre dans la demeure d'un dignitaire, riche et influent. Il reste peu de marchés d'esclaves en Afrique du Nord, mais à la Casbah de Tunis, nous pouvons voir où les esclaves d'Afrique noire et d'Europe étaient vendus jusque dans les années 1850. Évidemment, les plus belles passaient comme seconde ou troisième ou épouse du bey, des ministres, et le reste, on les vendait. Il y avait également à Al-Berka, dans la Médina de Tunis, un grand marché d'esclaves. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et là aussi, on vendait, c'était 18e, 19e siècle. Tous les esclaves étaient vendus là. Revenons au sort de Marcus Berg et de son équipage suédois en Méditerranée. Après avoir été capturés par les pirates marocains, le capitaine et ses 8 hommes sont emmenés à Tétouan, un redoutable foyer corsaire. Les prisonniers possédant un talent peuvent espérer s'en sortir à Tétouan. Mais à 40 ans, le capitaine Berg est un vieil homme. Il sera vendu comme simple esclave au palais du sultan, à Fès. On a plusieurs descriptions des lieux horribles où sont enfermés les esclaves. Nous avons le témoignage écrit d'un prisonnier suédois qui raconte la vie dans ces geôles dans les années 1600. C'était un vaste complexe souterrain construit par les esclaves eux-mêmes. Il s'étendait apparemment sur plusieurs kilomètres à la ronde sous la ville. Les prisonniers étaient enchaînés au mur, assis. Les descriptions qu'en font les prisonniers sont empreintes d'horreur. En Tunisie, il y avait beaucoup de bagnes, beaucoup. D'après Rimene, là on connaît dans la région surtout de Bizerte. Hein, à Bizerte, dans les montagnes, il y avait des bagnes. Il y avait également du côté de Portofarina, c'était un grand port. Il y avait des bagnes. Si, il y avait beaucoup de bagnes, des bagnes partout, puisqu'ils passaient pour le rachat de captifs et surtout pour, comment on dit, alléger leur peine, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient malades dans les bagnes. Bien entendu, ça faisait partie d'une grande structure dans le pays, les bagnes. Alors que le capitaine Berg n'est qu'un simple esclave à Fès, Gudridur entre au service d'un riche pacha d'Alger. On
pense que le petit Solmundur reste à ses côtés, au moins durant les premières années. Elle a écrit une lettre d'amour à son mari. Cela faisait déjà quelques années qu'elle était esclave. La moitié seulement de la missive nous est parvenue. Il semblerait que son fils soit resté avec elle. Mais à la fin du fragment de la lettre, elle exprime des inquiétudes sur ce qu'il va advenir de lui. Je pense qu'elle a été abusée sexuellement par le bey ou le pacha, par le maître de maison. En tout cas, c'est très probable. Pour Gudridur, le seul moyen de mettre fin à ce calvaire est d'avoir quelqu'un en Islande ou au Danemark qui accepte de payer une rançon pour sa libération. Peu de temps après son arrivée à Alger, Oluf Aigilsson, le prêtre, est libéré et envoyé en Europe afin de rassembler la rançon exigée pour ses compatriotes. Un vieil homme comme lui ne leur était guère d'utilité. Il n'aurait certainement pas pu en tirer un bon prix. Et puis sa constitution n'en faisait pas un bon travailleur. Or, c'était un homme de lettres. Il était préférable de l'envoyer à Copenhague, entamer les négociations avec le roi. À son arrivée à Copenhague, le prêtre apprend que les caisses royales sont vides. Il est donc très pessimiste quant au sort des esclaves. Le capitaine Berg de Stockholm connaît l'enfer dans les trous à esclaves marocains à Fès. C'est un ensemble de cellules où les prisonniers sont enfermés selon leur nationalité. Les Suédois et les Danois, par exemple, vivent dans les mêmes cellules. Ils dorment à même le sol et sont constamment assaillis par les insectes et la vermine. Les travaux forcés consistent à creuser des trous, à abattre des maisons, à transporter des pierres et des gravats. Ils commencent au lever du soleil et travaillent sans s'arrêter jusqu'à 5 ou 6 heures du soir. Le sultan de Fès, à qui appartiennent tous les esclaves, est un homme au tempérament violent, qui a droit de vie et de mort sur ses gens. Il est très dur avec ses serviteurs, ses gardes et ses messagers. Il lui est arrivé, par exemple, de trancher la gorge d'un messager parce que la nouvelle le contrariait. Parfois, les esclaves sont battus sans raison. Dans cet enfer, la seule consolation de Marcus Berg est de savoir que ses compagnons de misère et lui valent encore de l'argent. Sinon, il serait tout simplement mis à mort. Mais il y a pire que ces geôles souterraines. Les prisonniers dont les pirates savent qu'ils ne tireront aucune rançon sont envoyés aux galères. Cela équivaut à une condamnation à mort. Berg et ses compagnons auraient pu finir sur une galère, mais le sultan devait espérer obtenir une rançon. C'est pour cette raison qu'il les traite relativement bien. Ils ne doivent pas trop dépérir et doivent avoir suffisamment de force pour travailler en attendant. D'une certaine façon, Berg a eu de la chance de débarquer à Fès.
les esclaves chrétiens peuvent espérer une vie meilleure en Afrique du Nord s'ils se convertissent à l'islam. D'après les archives islandaises, Anna, la voisine de Gudridur, adopte la foi musulmane. Et son maître la prend comme épouse. Ils ont eu beaucoup d'enfants et la communauté islandaise s'est sentie trahie. Ils l'ont décrite alors comme une personne hautaine qui prenait des airs de reine. Un jour, sur la place du marché, j'ai heurté une femme. Je me suis écartée, mais elle m'a frappée. Je l'ai attrapée et j'ai commencé à la maudire. Quand j'ai reconnu mon ancienne voisine et amie. Deux jours plus tard, un messager s'est présenté tandis que je frottais le sol. Il venait de la part d'Anna et demandait à ma maîtresse la permission de lui rendre visite. Anna, qui avait connu comme moi l'esclavage, était désormais la maîtresse d'une somptueuse demeure. Anna est arrivée avec 4 enfants très bien habillés et portait un bébé dans ses bras. Mon cœur s'est emballé. Je me suis inclinée profondément devant ma chère amie. « Tu as l'air d'une reine », lui ai-je dit. Je n'osais à peine toucher sa main tendue. J'ai fixé les motifs au henné qui la recouvraient entièrement et j'ai reconnu des invocations de fertilité. Le fils de Gudridur, Solmundur, est devenu musulman, comme tous les enfants, qu'ils viennent des îles Vestman ou qu'ils soient nés à Alger. Il était tout naturel que les enfants soient intégrés dans leur nouvelle société. Anna s'est intégrée en s'unissant à un musulman, bien qu'elle fût déjà mariée en Islande. Tout comme Gudridur. Au pays, le mari de Gudridur attend désespérément le retour de sa femme et de son fils. Cela fait maintenant 8 ans que Gudridur est esclave. Avec ses compatriotes, elle commence à perdre espoir d'être libérée. Les Islandais ont fait plusieurs requêtes auprès de leur roi à Copenhague. Ils lui demandaient de racheter leur liberté, mais en vain. Ce n'est que 8 ans après le raid des pirates sur les côtes islandaises que Christian IV envoie un émissaire à Alger racheter les esclaves. Cela lui a pris plus d'1 an pour négocier les termes de la libération de chaque esclave. Il faudra attendre mi-juin pour que soit rachetée la liberté de la dernière esclave, Gudridur. L'envoyé du roi retrouve et rachète la liberté de 50 esclaves danois, norvégiens et islandais pour la plupart. Parmi eux, Gudridur et 27 autres femmes. Mais aucune trace de Solmundur. Il a été arraché à sa mère depuis longtemps et il est devenu musulman. En Suède, une libération d'esclaves est négociée dans les années 1750. Le capitaine Marcus Berg est resté esclave 2 ans à Fès avant d'être libéré contre une rançon. Le 10 mai 1757, Berg revoit enfin Stockholm après un voyage de 10 mois.